non, c'est la vie d'un homme, largement. Le contexte historique, c'est la toile de fond. Comme c'est une période, enfin, ce sont des périodes, puisqu'il y en a plusieurs, un peu spectaculaires, elles peuvent presque prendre le dessus, pas prendre le dessus, mais elles ont forcément une importance majeure. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer effectivement un personnage avec ses doutes, ses caractères, toute la résultante de, comment dire, à la fois affective, à la fois la conscience politique, enfin le mélange de ce que peut ressentir un homme dans un contexte justement un peu exceptionnel. Mais c'est toujours le caractère des gens qui m'intéresse largement au-dessus. Matteo surtout. Robert, non, lui, il est dans une conviction un peu monolithique, quoi. C'est comme beaucoup de gens qui pensaient que par exemple ce qu'on construisait en Union soviétique c'était le début d'un paradis et tout ce qui venait contrer cette croyance-là était l'anticommunisme primaire. C'était très binaire quoi quand même. C'était les deux grandes idéologies qui s'affrontaient, le fascisme et le communisme de l'autre, étaient totalement monolithiques. Robert représente ce genre de personnage-là, qui veut croire qu'effectivement il y a quelque chose de formidable qu'on peut construire ailleurs. Alors que Matteo, lui, il est allé en Union soviétique en 17, enfin en Union soviétique, il a observé la révolution russe de 17, et donc la façon dont les bolcheviks ont confisqué le pouvoir à leur seul profit lui convient pas du tout, évidemment. Et donc ce qu'il va retrouver en Espagne, c'est un peu ça. Sauf que lui, il le sait presque à l'avance, quoi. Pour moi, l'histoire, c'est la toile de fond, c'est-à-dire c'est la grande histoire, mais par le petit bout de la lorgnette. Je prends des personnages qui pourraient être nous maintenant. C'est presque ça l'idée, Moi, je me suis demandé comment j'aurais réagi à telle période, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je peux me retrouver pratiquement dans tous les personnages, parce que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Donc, il y a une période où je croyais un peu aux choses définitives, et aux solidarités globales, j'y croyais totalement. Et puis, voilà, j'en suis un peu revenu, finalement, je peux me retrouver dans Matteo, avec ses doutes abyssaux. Je peux me retrouver aussi dans Paulin ou Robert, qui sont des personnages... comment dire, qui ont un fonctionnement plus simple, quoi. On veut atteindre un objectif, ça sera peut-être pas parfait tout de suite, mais enfin, essayons d'y arriver. Et puis le personnage d'Amélie, par exemple, qui est un personnage qui a une espèce de bon sens positif, de savoir comment on peut aider les gens, voilà. On est un peu dans chaque personnage, ouais. Et je pense que je suis pas un cas unique, tout le monde construit un peu ses histoires avec des choses qui nous tiennent à cœur et on les fait porter par des personnages différents. Et on en fait des personnages plus simples, enfin voilà. Le début commence à Barcelone. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, ça fait un peu écho à ça, quoi. Et Barcelone en 1936, ils ont tout de suite réussi à museler les militaires. Et du coup, la ville est devenue une espèce de bouillonnement de tout ce qui existait à l'époque, quoi. Les syndicats étaient très puissants et les syndicats étaient en grande majorité anarchistes. Donc c'était la CNT, la Fédération La Faille. Mais il y avait toutes les autres tendances. Et quand il a fallu recruter des gens pour aller se battre vraiment, pour essayer de colmater le front, chacun envoyait ses propres troupes. Enfin, chacun allait s'inscrire. C'était comme des concessionnaires différents. Et il y en avait qui allaient s'inscrire au POUM, là c'était les trotskistes, d'autres au Parti communiste d'obédience soviétique, d'autres chez les socialistes, et surtout chez les anarchistes, quoi. C'était le gros de la troupe. Mais avec le bordel comment dire, d'organisation, les théories anarchistes s'accordent mal avec tout d'un coup une espèce de fédération unie pour se battre contre un seul objectif et de façon très organisée. Pour ça, faut obéir aux ordres déjà. Une armée, elle marche quand même beaucoup mieux, qu'on le veuille ou non, s'il y a une hiérarchie et si tout le monde obéit au même ordre. Parce que sinon, voilà. Et les anarchistes ont eu un peu de mal avec ça. Et donc ça donnait des résultats un peu contrastés sur le front. Et je pense que ça a contribué aussi à la difficulté qu'ils ont eue de battre les phalangistes.
Matteo, ça, il le savait quand même, parce qu'il a fait la guerre de 14. Et il se rend compte à un moment que, a priori, lui, il allait donner un coup de main là, à la République espagnole, sans savoir pour autant que ça prendrait une forme guerrière presque traditionnelle, parce que c'est revenu à ça quand même. Et là, évidemment, ça l'a replongé un peu dans son passé et dans la dérision de tout ça, quoi, et dans la cruauté où les valeurs intellectuelles, quand elles sont mises en face des mitrailleuses et tout ça, on se demande un peu si elles valent le coup d'être défendues jusqu'au bout. C'est un réflexe animal, quoi, d'humain, de se dire non, mais là, je risque quand même ma peau pour un village qu'on va prendre, qu'on va peut-être reperdre et qu'on va reprendre. Tout paraît totalement dérisoire, quoi. Mais lui, ça, il n'est pas surpris de ça non plus, quoi. Mais je pense autrement cette attitude là, vous parliez d'enfant, enfin d'une espèce d'inconscience adolescente qui est confrontée à la dure réalité de la vie d'un coup. Je pense que c'était vrai pour tous ces jeunes qui arrivaient de pays différents, qui s'engageaient dans les brigades internationales par exemple, ou chez les anarchistes. Et ils venaient vraiment avec un enthousiasme total et un romantisme total. Et la guerre pour eux, c'était une croisade flamboyante et peut-être un peu déconnecté de la réalité de ce qu'était une guerre aussi. J'imagine que ça pouvait être que ça, quoi. Mais moi, je pense que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout était tellement exacerbé. Les prises de position, comment dire, les actions, tout était radical. Et l'aspect sentimental et amoureux aussi, parce que les gens profitaient de la vie en disant... voilà, ils ne se posaient pas 10 000 questions, il fallait profiter de l'instant. S'ils étaient attirés par quelqu'un d'autre, ils pouvaient avoir une histoire d'amour même éphémère, mais par contre, ils ne la laissaient pas passer. Alors que dans un autre registre, ils se seraient posé 10 000 questions. Est-ce que. Voilà, bon. Oui, moi, je pense que. Un des trucs qui lie tous mes personnages, c'est que je suis convaincu que toutes les prises de position, comme par exemple décider un jour de traverser la frontière et d'aller défendre la République espagnole. C'est pas dû simplement à une conviction intellectuelle, à une prise de conscience d'une situation. C'est dû à ça, plus ce qui vous amène à le faire, c'est la résultante de plein de choses, qui peut être aussi une déception amoureuse, qui va s'ajouter au fait que du coup on a l'impression qu'on peut tout risquer puisqu'on n'a plus rien à perdre, voilà, etc. etc. C'est la résultante de plusieurs choses qui vous amènent à des actions spectaculaires. C'est pas que cérébral. Ça peut être la désillusion aussi d'un ensemble de choses qui font qu'on joue tout sur la même case, comme au poker, quoi, enfin sur un jeu de hasard pratiquement, voilà. On est prêt à tout jouer parce que de toute façon, on a le sentiment qu'au point où on en est, on peut se permettre de le faire, on n'a plus rien à perdre. Donc je crois beaucoup à ça, que de toute façon les actions, elles sont pas commandées que par le cerveau. Ben là, l'Espagne s'y prêtait particulièrement, c'est vrai. Mais ceci dit, moi j'adore aussi les ambiances plus sombres, plus voilà. Mais oui, l'Espagne effectivement pouvait permettre ça, de donner une lumière un peu séduisante. Ben, en fin de compte, c'est terrible parce que moi, ça fait quand même 40 ans que je fais de la bande dessinée et j'ai l'impression que m'apparaissent comme une évidence des choses au bout de tant d'années, simplement parce que il faut aller dans les impasses pour s'apercevoir qu'effectivement ce sont des impasses. Et je m'étais rendu compte en lisant les précédents Matteo que par moments j'étais trop bavard. J'avais une telle envie d'écrire que finalement, Baru m'avait dit une fois, tu fais pas assez confiance à ton dessin. Et je trouve que le grand pouvoir de la bande dessinée, c'est l'évocation. Quand on voit Hugo Pratt ou des gens comme ça. Et j'essaie de revenir à des choses comme ça en laissant de la place, de l'air. Et par exemple, faire un grand dessin, ça impose une pause au lecteur. Il comprend là que c'est un moment, pas de rupture, mais c'est un moment important. On met l'accent sur ce moment-là, on met juste un petit texte-off et un grand dessin. Et du coup, tout prend une puissance simplement due à l'importance dans la page, à l'importance du dessin lui-même dans la page. Et ça permet d'évoquer encore le petit texte, emmène les gens à un endroit et c'est eux qui finissent la construction de ce que vous étiez en train de dire. Voilà. Ben non, je crois pas, c'est un problème de rythme. Le fait de faire des pauses, c'est comme en musique, tout d'un coup vous jouez plus doucement, ou vous gardez le même tempo, mais tout d'un coup vous faites moins de notes, puis d'un coup ça s'accélère, etc. Si tout est uniforme, moi en tout cas, en plus, il n'y a pas de vérité, hein, mais
mon système de récit, je trouve, s'adapte très bien à ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression de le servir le mieux. Par moment, de prendre le temps de faire une grande case ou voire une pleine page, ça impose voilà, une respiration. Voilà. Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que dans le tome 1, j'avais fait des scènes d'assaut en la guerre de 14, et j'avais tellement envie de raconter aussi ça que je le racontais par le dessin, mais je doublais par mes impressions, donc par quasiment la traduction de la même chose, mais de façon littéraire. Et ça faisait un peu double emploi. Et finalement, surtout pour des scènes comme ça, où si la violence elle existe dans les images, si la trouille existe dans les images, euh, pourquoi la traduire encore différemment? Voilà, je trouve que c'est le genre de scène type où on peut se passer vraiment de texte. Tu vas vers l'écriture, toi, tu vas vers. Oui, vers la simplification. Mais moi, je suis un fanat de guitare électrique et voilà, donc je fais un peu de blues et tout. Et ben, quand je vois le parcours de quelqu'un comme Mark Knopfler, on écoute les disques de Mark Knopfler. Maintenant, il y a 3 notes, mais alors par contre, il n'y a rien à dire, quoi. Les 3 notes, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, et tout est dit dans ces 3 notes. Voilà, donc il y a une phrase de Giacometti qui dit plus j'en rajoute et plus il en manque. Et je trouve que c'est merveilleux. C'est une très très bonne école. Ça, c'est comme pour les prises de position politiques et qui vous amènent à certaines actions. Ben, moi, ma façon de dessiner les femmes, je ne peux pas l'expliquer. C'est la résultante de plein de choses. J'ai toujours l'impression de les faire un peu différentes. Et en fait, je les fais quand même à 80% identiques. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Même quand j'essaie de dessiner un autre caractère, je reviens. En tout cas, l'émotion qu'elle dégage est semblable, quoi. Voilà. Et je lutte contre, hein, pourtant, c'est pas, je me roule pas dedans, j'essaie de progresser là-dedans, mais visiblement, je n'arrive pas à ni les faire vieillir, ni voilà. Je dois elles sont très belles. Oui, enfin, c'est pas moi dans le sujet, mais moi, elles me vont bien comme ça.